Bonsoir, merci d'être fidèle à notre rendez-vous de l'information. Je suis ravi d'être à vos côtés. Dans l'actualité de ce dimanche 8 mai, dans 6 jours, débute le Blue Climate Summit à Tahiti, un sommet mondial pour combattre le réchauffement climatique grâce à l'océan. Mais est-ce que les politiques s'impliquent réellement dans cette bataille? Pas assez, selon les militants écolos polynésiens. Il sera aussi question durant la semaine à venir de l'histoire du nucléaire en Polynésie française. Avec ce colloque organisé à l'université de mercredi à vendredi, l'événement détaillera le travail mené depuis 2018 par une quinzaine de spécialistes. L'un d'eux, l'historien Renaud Meltz, est notre invité ce soir. Il a piloté ce programme scientifique. Les premières recherches ont fait l'objet d'un livre. Le Paea Manuura Rugby Club a été sacré champion de Polynésie de rugby à 15 hier soir, 12 ans après son dernier titre. La Tapuna Junior, rendez-vous incontournable de surf, c'était ce week-end. Kahiri Endeler en cyclisme s'est imposé lors de la 4e manche de la Coupe de Tahiti Nui. Tout cela sera retrouvé dans notre page sportive avec David Chang. Et puis, dans notre Fénois d'avant, il y aura encore du sport, de la chasse sous-marine à Tupuai. C'était en 1989. L'ambition sur l'île des Australes, à ce moment-là, était alors de participer à une grande compétition du Pacifique. Merci d'être avec nous. Le week-end prochain, à partir de samedi, s'ouvre le Blue Climate Summit à Tahiti, un événement pour combattre le changement climatique en tirant parti des océans. Les enjeux du bouleversement climatique sont-ils oubliés d'ailleurs des politiques publiques? La question se pose, car le dernier rapport des experts du GIEC est alarmant. Il reste 3 ans pour éviter les effets les plus dévastateurs du changement climatique. Pour les associations, il faut travailler main dans la main avec les décideurs, sans exception. On voit cela avec Lucille Guichet-Tirao et Teiva Ribé. Jason Mansang s'affaire dans son phare Umara, destiné à la permaculture et à la formation. Le monde de demain, ce militant écologiste veut commencer à le changer ici. Et le choucanac, c'est une plante très intéressante pour notre autonomie alimentaire parce que ça pousse vraiment tout seul, ça pousse très rapidement et ça se cuisine vraiment comme des épinards ou des salades et ça a beaucoup plus de nutriments. Pour lui, l'avenir devra passer par la résilience et la sobriété énergétique. Des enjeux dont doivent s'emparer les politiques pour assurer la survie des atolls et des écosystèmes. On est extrêmement en retard sur nos émissions, on est en retard aussi sur tout ce qui est adaptation au changement climatique. Donc qui sont les responsables de ce retard? Un peu tout le monde, et donc en partie le gouvernement, qui on le voit a mis en place un plan climat et est en train d'en mettre un autre en place. Donc ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils apprennent de l'échec de notre retard et qu'on soit beaucoup plus ambitieux. La Fédération des associations de protection de l'environnement participera au Blue Climate Summit. Elle a dû trouver des fonds pour payer son ticket d'entrée, élevé, car pour son président, la présence des associations est indispensable. Quand on n'a pas de travail, quand on n'a rien, on est obligé d'aller pêcher. Et quand on va pêcher, on sort des tout petits poissons parce qu'on n'a pas protégé ces espaces. Donc c'est bien un cycle. Et c'est cet ensemble de choses-là, c'est une vision globale qu'on doit tous avoir ensemble et pas juste prendre des petites mesures. Selon le dernier rapport des experts du GIEC, il reste 3 ans pour éviter les effets les plus dévastateurs des changements climatiques. Les commémorations du 8 mai ont eu lieu ce matin au monument aux morts de Pape Été. Le 8 mai 1945, date de capitulation de l'Allemagne nazie face aux Alliés. La victoire de l'Europe et des États-Unis face au Troisième Reich, qui était synonyme de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, pour la cérémonie à Pape Été, 7 médailles militaires et 2 médailles de la défense nationale ont été remises. À noter que l'équipage du bateau USS Pearl Harbor a participé aux commémorations. On écoute un des officiers marins américains. Il est interrogé par Teiva Ribé. C'est spécial, c'est un honneur. Commémorer les sacrifices qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment un grand honneur d'être là aujourd'hui. On est plus fort quand on travaille ensemble. Le faire comme on va le faire dans les semaines qui viennent, ça renforce notre partenariat, ça renforce nos capacités à communiquer et ça nous permet de résoudre des problèmes compliqués ensemble. Et des militaires américains sont donc actuellement au Fénois, car 12 pays participeront à l'exercice Marara entre Tahiti et les îles sous le vent. L'objectif pour les forces armées françaises étant de s'entraîner à opérer avec les forces internationales dans le cadre d'opérations d'assistance humanitaire. Un colloque sur l'histoire du nucléaire en Polynésie française. Ce sera de mercredi à vendredi à l'université. L'événement présentera le travail mené depuis 2018 par une quinzaine de spécialistes, de l'historien à l'anthropologue, ouvert au grand public. Les associations y sont bien sûr invitées. D'ailleurs, quelles sont leurs attentes? Éléments de réponse avec Suliane Favnek et Marcel Bonneau.
Choix du lieu, mise en place du CEP, 193 essais nucléaires, impact sanitaire et environnemental. Cette histoire est désormais connue de tous. Aujourd'hui, les préoccupations des associations se trouvent ailleurs. Il faut reconnaître, c'est important de savoir exactement ce qui s'est passé en se basant scientifiquement sur les documents, tout cela. Mais dans la priorité, c'est pas ça du tout, quoi. Et donc, pour faire avancer cela, il faut résoudre les problèmes. Donc, en ce qui concerne les maladies transgénérationnelles, mais la réparation. Discours, séminaire ou table ronde Récotica. Pour frère Maxime, la parole doit désormais laisser place aux actes concrets. Ce sont les effets, disons, de ces essais nucléaires dans notre Fénois, donc un effet vraiment négatif en ce qui concerne la santé. Et c'est là qu'il faut, disons, acter, disons, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour, pas pour solder, mais pour assainir ce dossier des essais nucléaires dans le Pacifique. Qu'est-ce que vous demandez exactement aujourd'hui? Eh bien, que l'État acte ce qu'il a reconnu de sa responsabilité. L'association 193 participera au colloque. Elle est d'ailleurs invitée à intervenir lors de la table ronde autour des mémoires et héritages du CEP. Tamari Imororoa sera aussi présente. Ça m'intéresse d'aller voir parce que pour savoir qu'est-ce qu'ils racontent, pour voir un peu s'ils disent c'est vraiment la réalité des choses qui s'est passées. Hein? C'est important pour l'histoire, c'est important pour certaines personnes qui n'ont jamais connu les essais nucléaires, qui n'ont jamais mis les feux, et ça va être important aussi pour les écoles. Ce colloque est l'un des aboutissements du programme de recherche lancé en 2018, un programme financé par le gouvernement de la Polynésie française. Et en plateau ce soir avec nous, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Renaud Meltz. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez piloté donc le programme scientifique sur l'histoire et mémoire du CEP. Un deuxième contact avec aussi l'historien de l'environnement Alexis Vrignon. Une quinzaine de chercheurs ont travaillé donc notamment sur ce livre que l'on voit, des bombes en Polynésie, essais nucléaires français dans le Pacifique. Je pose la question vulgairement, Renaud Meltz, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce livre? Ce qui est neuf, c'est que c'est une équipe de 15 chercheurs qui viennent de 5 disciplines différentes. Et si vous voulez, quand on s'intéresse à l'histoire, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles questions on pose au passé. Hein. Et d'ailleurs, selon les moments, on ne s'intéresse pas à la même chose. Et aujourd'hui, par exemple, on voyait des sujets tout à fait intéressants sur les enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Et le CEP, c'est aussi un enjeu environnemental, avec bien sûr les retombées, mais pas seulement. Ce qui nous a frappé avec les géographes, les anthropologues, les spécialistes des questions des déchets nucléaires, c'est de dire, en fait, qui et quels espaces ont été impactés. Et en fait, dans l'imaginaire collectif, très souvent, c'est Maureroa Fangatofa, on oublie, parfois on pense à la base avancée Hao, absolument. Mais Tahiti aussi a eu... Tahiti qui est une base arrière. Et si vous voulez, dans le livre, par exemple, on a un géographe qui raconte comment le port de Papeete a été transformé, mais aussi comment... Un historien de l'environnement également, comment le fait que la rivière Punaru aujourd'hui, son lit, il a été modifié par les prélèvements de granulats pour construire des blocos, etc. Donc si vous voulez, le renouvellement, c'est les questions, mais c'est aussi bien sûr les archives nouvelles. Justement, ces archives nouvelles, est-ce qu'elles nous apprennent des choses importantes, capitales ? Oui, je crois que... Alors, tout n'a pas commencé avec Vous en êtes nos encore travaux. au début aussi. On en est au début. Il faut dire qu'il y avait eu un moment important qui était les déclassifications obtenues devant le tribunal administratif, processus de contentieux, par les associations 2012-2013. Et aujourd'hui que les archives se déclassifient massivement, on voit de temps en temps, effectivement, dans les cartons d'archives, un petit papier disant ça a été déclassifié par décision de justice. Mais là, on change complètement d'échelle. Est-ce qu'il y a des choses importantes? Il y a des choses très importantes sur... alors, d'abord, sur ce qu'on peut appeler la politique du secret. C'est-à-dire pourquoi, comment les militaires, les ingénieurs du CEA et les politiques ont décidé de communiquer ou pas sur le péril. Et en fait, dès le premier essai, Aldébaran, l'échec de la prévision des retombées, le fait que les Gambiers soient concernés, ça va sceller le sort d'un régime de communication qui va toujours être la dissimulation. En parcourant justement les archives, on constate que l'État a menti, c'est indéniable.
Oui, l'État. Les acteurs, c'est pas une seule personne. Parce que le mensonge, c'est aussi l'héritage de l'histoire. Oui, bien sûr. Non, mais vous avez parfaitement raison. L'État a menti par omission et a fait même pire que ça. C'est-à-dire ce que les archives nous apprennent, c'est qu'il y a une commission consultative de sécurité qui est mixte entre le CEA et les armées. Et il y a un militaire, le général Thierry, qui décide de ne pas suivre ces recommandations. La recommandation, c'est de dire au moins vous faites des abris. Au début de l'année 66, faites des abris aux gambiers. Et le général Thierry dit écoutez, on les fera après les premiers tirs, parce que les premiers tirs, ils ne seront pas si puissants, donc c'est pas dangereux. Et évidemment, il se trompe. Enfin, évidemment, il n'y avait pas de fatalité, mais il se trompe. Les retombées concernent les gambiers et on n'a pas d'abri. Et pourtant, on a prévu il y a un plan B, outre les abris, c'est les évacuations. Les évacuations préventives, on a décidé de ne pas les utiliser. On s'est dit, ça enverrait un signal négatif. On communique beaucoup sur le fait que les essais ne sont pas dangereux. Si on commence à faire des évacuations préventives, c'est contradictoire. Donc, on ne fait pas d'évacuations préventives, mais au cas où il y aurait un problème, on fera des évacuations curatives. Et là, ils prennent la décision, dès le premier essai, il n'y a pas d'abri et de ne pas faire les évacuations. Et à partir de là, ce mensonge originel, c'est un peu le péché originel. Plus jamais, l'État n'aura une parole complètement sincère. Il va courir après ce mensonge, il va essayer d'améliorer les choses. De fait, il va améliorer les choses, c'est-à-dire que la politique de sûreté sera meilleure, n'empêche qu'on aura menti. Et nous aurons notamment une spécialiste du droit qui évoquera les indemnisations des victimes, puisque ça a aussi un poids dans l'histoire. Sujet très intéressant, on l'a bien compris, Renaud Meltz. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis on fait un petit peu la promotion de ce livre, Des bonbons Polynésie. Première partie donc de vos recherches qui vont se poursuivre encore dans les années à venir. Donc nous entendrons encore forcément parler de l'histoire du nucléaire. Merci beaucoup. Et on rappelle donc ce colloque qui aura lieu de mercredi à vendredi, ouvert au grand public, sur inscription obligatoire préalable. Et puis à partir de demain, nos éditions d'information renforcent leur couverture des élections législatives. Il y aura donc 2 invités café en radio, peu après 7h. Sandra Lévy-Agami et Jonathan Tariha, tous les 2 candidats et donc adversaires dans la 2e circonscription de Polynésie française. Il n'y a plus de connexion pour la TNT à Papen'o. La télévision numérique terrestre ne fonctionne plus car le site de TDF sur les hauteurs de la commune a été impacté par une panne d'électricité. Des propriétaires terriens refusent l'accès aux réparateurs. Des techniciens de TDF et de DT doivent à nouveau les rencontrer demain pour négocier un passage. Ce dimanche, c'était le dernier jour d'ouverture de la foire de mai à Mam'o. Depuis mercredi, 130 exposants y étaient réunis. Des exposants qui n'ont pas trop augmenté leur prix malgré la tendance à l'inflation. Du textile en passant par les bijoux, il y en avait pour tous les goûts. Chiquita Teivadaruzes, James O et Jacques Damour. Passé les premiers jours où le mauvais temps n'a pas aidé à écouler les stocks prévus, ce dimanche, tout devait être parfait pour attirer la clientèle, comme chez ce vendeur d'accessoires multimédia qui pratique toujours des prix attractifs. On fait toujours des bonnes affaires. Sincèrement, je n'ai pas vraiment l'impression que l'inflation a joué chez nous, parce que déjà, nous, de notre côté, on a fait en sorte de ne pas trop monter les prix, de ne même pas monter les prix. On absorbe la taxe sociale qui nous permet de garder nos tarifs pour nos clients habituels qui savent déjà où on est toutes les fois, on est toujours au même endroit. Donc ils viennent et les prix n'ont pas vraiment changé, sauf sur certains produits à cause des transports. Et la fête des mères approche à grands pas, c'est que du bonheur pour le secteur de la bijouterie qui a plutôt bien marché malgré l'inflation. On est quand même très content que le monde soit venu hier et avant-hier. On a quand même un peu augmenté parce que nos fournisseurs ont augmenté aussi. Du coup, on est obligé d'augmenter légèrement, mais on est toujours dans le raisonnable. On voit que les gens ils commencent à revenir au salon. C'est différent de Noël. À Noël, il y avait le pass sanitaire, on avait des barrières juste devant nous, donc c'était différent. Le contexte était différent. Là, on voit que les gens ils veulent sortir un peu plus, donc ils consomment un peu plus. Ça fait plaisir. Un plaisir que certains clients vont aussi trouver dans les plantes, jamais très loin, mais les prix freinent parfois les ardeurs. Aujourd'hui, tout a augmenté. Pour nous aussi, le terreau augmente. Alors nous, on augmente aussi les prix des plantes. Après, il y a le stand à payer aussi, mais c'est très, très difficile. Quant aux clients, toujours plus regardants, ils viennent ici en quête des prix les plus bas. Maintenant, on n'achète pas comme ça, il faut regarder, on compare et voilà, on essaie de voir ailleurs aussi. Il faut faire plus attention, c'est sûr. Il faut voir ce dont on a réellement envie et besoin. En attendant la foire d'octobre, cette édition 2022 aura tenu toutes ses promesses. 130 exposants sur 6 000 m² d'espace et plus de 15 000 visiteurs. C'est l'heure désormais, comme tous les dimanches, d'ouvrir notre page sportive.
Et Toaro Sport, c'est avec notre journaliste David Chang. Bonsoir David. Bonsoir Marouki. Alors ce soir, il y aura du rugby, du surf et du cyclisme. Mais on débute par de l'apnée. Oui, et de l'apnée dynamique. Hinatea Penila Marere a été sacrée championne de France en monopalme pour la première fois. C'était à Besançon ce week-end. La Polynésienne a nagé sous l'eau sur une distance de 214 mètres en 3 minutes et 30 secondes. Cela représente plus de 2 allers-retours dans la piscine de Tiperu Maruki et pas dans la largeur. Et c'est une sacrée performance pour Hinatea Penila Marere qui fait partie, rappelons-le, du top 10 mondial. Retour au Fénois. Depuis hier soir, Manu Ura est le nouveau champion de Tahiti de rugby à 15. Et la finale du championnat s'est déroulée hier soir à partir donc de 19h à Fataua avec la disqualification du FAA Rugby. C'était une finale inédite depuis plus de 10 ans. Les Mauves de Paea se sont imposés 20-17 face à Punauia. Le reportage de Arihoe Tef Afana et Tim Pruvot. Fougueux, Manu Ura a surtout très soif de victoire. Son dernier titre de champion de Polynésie, c'était en 2010. À la 10e minute, le capitaine des Mauves, Heyar Itaputua, donne le rythme en inscrivant les premiers points. Chez les Oranges, le premier essai de la rencontre est signé André Lemaire sur une belle passe de son numéro 13. Entre-temps, Paea joue temporairement en infériorité numérique sans réel danger. À la mi-temps, Punauia mène 10-9. En défense, ne vous faites pas aspirer par les rucks. Une fois que c'est tombé, ne grattez pas. Vous allez gagner. On s'est promis quelque chose. 40 minutes pour tenir une promesse, mais face aux protégés d'Herman Toofa et Hitiar Iteora, la tâche s'annonce compliquée. Heyar Itaputua inscrit le seul essai mauve de la rencontre. Sans perdre de temps, Heitara Mahuta de Punauia réduit l'écart grâce à cet essai et Mathias égalise. L'ambiance est électrique et les dernières minutes paraissent longues. Au final, une pénalité suite à une mêlée sauve Manu Ura. Score final 20-17. Paea apprécie à nouveau le goût de la victoire 12 ans plus tard. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Ça fait plaisir de ramener ce titre-là chez nous. On a fait ça pour nous, pour les familles, pour la commune et surtout pour nos enfants. Pour notre école de rugby, on leur montre l'exemple. Je pense qu'on avait vraiment la place de gagner. Voilà, on a fait des erreurs. En finale, voilà, on ne tombe pas loin. C'est dommage. C'était vraiment une aventure depuis 3 ans. On avait mis des choses en place. Voilà, on avait dominé quand même pas mal. Après, on a fait des fautes, des erreurs. On est tombé dans un faux rythme. Après, félicitations à Manu Ura. La discipline et le fair play étaient omniprésents durant toute la rencontre. Les deux équipes ont fait preuve d'exemplarité malgré un match très engagé. La finale de la Ta'apuna Junior s'est déroulée aujourd'hui sur le spot de surf du même nom à Punauia. Et c'est le jeune Maunakea Hioe qui s'est imposé. Et oui, il a seulement 14 ans et il est de Sapinus. Il était opposé au surfeur de Huahine Tamahei Temu. Les conditions étaient assez difficiles, même s'il n'y avait pas de vent. Il y avait quand même une houle assez petite de 1 mètre. 24 juniors étaient inscrits samedi. Une journée intense pour le jeune champion. On l'écoute au micro de Tim Pruvot. C'était vraiment long les vagues. Je suis stressé. C'est comme si l'autre est très bon. Mon objectif c'était de le battre. C'est très dur. Voilà, il y a eu aussi du cyclisme, du beach soccer, du bodybuilding et du football aux marquises. Les images sont de Tim Pruvot, Teivaribé et Lionel Tehamoana. Kahiri Endeler du club Tamar Ipunaru remporte la Coupe de Tahiti. Le résultat d'un travail d'équipe avec Eddie Leroux. En retard au classement général, les coureurs ont réussi à renverser la tendance sur cette étape. Maintenant, l'objectif, c'est le championnat de France des Outre-mer, prévu à La Réunion les 11 et 12 juin. Maintenant, c'est beaucoup d'entraînement. Il nous reste encore le Grand Prix Aroué. Donc dans 2 semaines, là, ça va être une course de préparation maintenant. Les finales jeunes de beach soccer ont eu lieu hier. Au parc Paoufei, la matinée était réservée aux U11. 8 équipes, 2 poules de 4, avec des clubs de toute l'île. Au final, ce sont les U11 de Tefana qui se sont imposés. Vénus et Mataia viennent compléter le podium.
La compétition IFBB Open Polynésie s'est déroulée hier soir à Mam'o. Au programme, plusieurs catégories, le Men's Physique Master et aussi le Fit Pairs. Brian Gobré s'est imposé au Men's Physique toute catégorie. Heriti Natua est première chez les dames toute catégorie. À Nukuhiva, la deuxième journée de la Coupe de Polynésie de football a opposé l'AS Jeunesse Marquisienne à Central Sport qui figure au top 5 du championnat de Ligue 1. Après une rencontre riche en rebondissements, Jeunesse Marquisienne a remporté le match par 3-1. Le club se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de Polynésie. Et voilà Marouki, c'est tout pour le sport de cette semaine. Je reviens la semaine prochaine avec toujours plus de sport. Et c'est toujours un plaisir, David. On se dit à la semaine prochaine et c'est ainsi que l'on referme notre Tour au sport. Aux îles sous le vent, la nouvelle Miss Bora Bora s'appelle Tokahei Yeon. Elle a 20 ans et elle a été couronnée hier soir, place Tuvavau, sur la perle du Pacifique, bien sûr. Honohiva Brillant, Kurarani Garnier, Kahaya Teiki et Upoko sont respectivement première et deuxième dauphine. Et Miss Heiva. Dans notre Fénois d'avant, ce dimanche, nous nous replongeons, et c'est le cas de le dire, dans un concours de chasse sous-marine. C'était à Tupuai en mars 1989. Les meilleurs chasseurs des Australes militaient alors pour une participation équitable au championnat du Pacifique de 89. Plus de détails avec ce sujet de Caroline Jouré, ressorti par nos archives. À Tubuai, la chasse sous-marine n'est pratiquée que depuis un an seulement en tant que sport soumis à des normes bien précises. Grâce à Noël Hoffman, membre du comité régional des sports aquatiques en Polynésie française, l'archipel des Australes a très vite été représenté dans les compétitions de haut niveau. Les plongeurs de Tubuai ont été classés second par équipe au championnat de Nouvelle-Zélande. Le meilleur était classé 19e sur 147 candidats. Tubuai espère bien participer au prochain championnat du Pacifique. Une sélection est déjà constituée, tout est prêt. Le moral et le physique. Il y a du bruit qui court un peu à gauche à droite au niveau de la fédération tahitienne pour le refus total à ce que les Australes puissent participer à ce championnat du Pacifique. Si c'était une fédération polynésienne, franchement, en tant que président, je ferais amener les meilleurs plongeurs des Australes pour puissent participer aux présélections de Tahiti. Et comme ils ont mis tahitienne, donc ça concerne uniquement Tahiti, qui change ce nom en Polynésie. Et pourtant, il s'agit d'un championnat du Pacifique. Il s'agit d'un championnat du Pacifique. Donc le Pacifique, ce n'est pas Tahiti. Malgré cette situation pour le moins ambiguë, à Tubuai, on garde espoir et on est allé jusqu'à faire imprimer des t-shirts pour le championnat du Pacifique. Serviront-ils? La question reste pour le moment sans réponse. Noël Hoffman a adressé une lettre officielle à chaque fédération concernée, mais il n'a pas obtenu toutes les réponses. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne verraient pas d'inconvénient à la participation des Australes au championnat. Reste maintenant à obtenir la réponse de la fédération de Nouvelle-Calédonie et à éclaircir les choses du côté de Tahiti. L'information principale de ce dimanche 8 mai, c'est le colloque sur l'histoire du nucléaire en Polynésie française qui aura lieu de mercredi à vendredi à l'université. L'événement présentera le travail mené depuis 2018 par une quinzaine de spécialistes. Il est ouvert au public, sur inscription obligatoire et propose plusieurs sessions de conférences avec des thèmes bien précis, tous en lien avec l'histoire des essais nucléaires et leur impact, que ce soit d'un point de vue anthropologique, historique ou encore social. L'ensemble des communications du colloque seront visibles en direct sur Internet. Les grands rendez-vous d'actualité de la semaine à venir, Histoire et mémoire du CEP, un deuxième contact donc, c'est le nom du colloque sur le nucléaire qui se tiendra à l'université de mercredi à vendredi. La cérémonie des Tortues d'or de Fénoama jeudi qui récompense les communes, entreprises et établissements scolaires les plus investis dans le tri sélectif. Et puis dimanche, la cérémonie d'ouverture du Blue Climate Summit en direct sur nos antennes à partir de 8h. À la une de Tahiti Info, demain, lundi 9 mai, accueil au sommet donc sur l'arrivée des pirogues Hokulea et Hikianalia qui a eu lieu hier. À la télévision, ce dimanche soir, 2 épisodes de la nouvelle série For Life et un téléfilm français à mon tour. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction et l'équipe technique. Merci d'être fidèles à l'information sur Polynésie la première, en télé, en radio et sur Internet. On se quitte sur les meilleures images de sport du week-end. Passez une très belle soirée
et une excellente semaine. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.